Salut à tous, épisode 3 avec les Wizards. Alors c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va faire bouger les choses à Washington. J'ai suivi les votes et les avis dans vos commentaires de la dernière vidéo, je vous remercie beaucoup. Mais on va aussi dans une première partie jouer les finales NBA parce que les finales NBA Heat Lakers ça se rate pas. Donc les finales, il y en a pour 35 minutes et demie environ et ensuite c'est que du Wizards et on respecte la miniature de la série. Les Wizards, justement, avaient échoué en play-off sur cette première année face au Heat de Miami, qui se retrouvent pour la deuxième année d'affilée en finale contre les Lakers, des Lakers renforcés par Andre Drummond, dont on a signalé le buyout, n'est-ce pas ? Un petit peu... c'est tout à fait correct sur le plan du CBA. Par contre, c'est peut-être un peu limite au niveau de l'esprit. On a dit la même chose avec LaMarcus Aldridge. Bon, il se trouve que le pauvre, entre-temps, a pris sa retraite. Mais... et puis pour Blake Griffin aux Nets également. Mais bon, disons que c'est limite, ce genre de truc. Mais par contre, ça nous offre une équipe terrible à combattre. Les Lakers de LeBron, AD... et compagnie, notamment donc une petite brochette d'intérieur, Andre Drummond, Montrezl Harrell et n'oublions quand même pas Marc Gasol, qui est pas non plus la moitié d'un bon joueur, même si peut-être un peu sur le déclin. LeBron James, déjà ça suffit à soi-même. Quand on affronte LeBron James, on est respectueux et on serre les fesses pour pas prendre une déculottée. J'ai tenté pas mal de choses. Dans cette finale qui va se jouer, je vous dis pas en combien de matchs, puis on se doute pas vraiment de l'issue parce qu'honnêtement tout ça est hyper improbable. Toutefois, j'avais juste envie de pas me faire sweeper avec le Heat et ça démarre, je dirais moyen au niveau de l'adresse et puis surtout on va se retrouver très rapidement confronté. Alors ça c'est les Lakers qui piquent en contre-attaque, hein, c'est assez létal. Comme manière de jouer, les petites pénétrations de LeBron, j'ai mis Jimmy B sur LeBron. Par moment, ça fait son œuvre. On arrive parfois à contenir LeBron James un petit peu, mais on n'éteint jamais LeBron James, tellement le garçon est phénoménal. Vous voyez les dommages que provoque Andre Drummond. Là c'est Iguodala et évidemment pas tout à fait dimensionné pour embêter le pivot des Lakers. Bon voilà, donc on a fort à faire. Le premier quart-temps n'est pas à notre avantage, même si on s'accroche. Allez, encore une fois, Andre Drummond qui plane à 3,20 m et puis on a toutes les peines du monde pour exister. Alors évidemment il faut essayer d'exploiter, et c'est pour ça d'ailleurs que je la propose, c'est pour ça que je l'ai jouée, parce que tactiquement, c'est assez passionnant de jouer contre les Lakers, ce qui pose pas mal de problèmes. D'une part, il y a évidemment, bon ça c'est un mauvais choix de Kuz, mais derrière il y a toujours du rebond offensif avec les tours, les Twin Towers permanentes sur le terrain pour le compte des Lakers. Voilà, hop, on arrive quand même à... On va dire, on reste un petit peu à distance. Voilà. Donc le problème, il est multiple. C'est d'une part LeBron James. Donc quand vous arrivez à le contenir, vous vous demandez ce qui est en train de se passer, tellement ça a l'air d'être fabuleux. Heureusement, on a les petites contre-attaques qui suivent comme ça, des stops défensifs. Et dans l'hypothèse où on arriverait à le contenir, il reste encore cette menace de joueurs excessivement grands. Et là dans la finale que j'ai jouée, ça peut être le cas si on démarre un My League ces temps-ci, par exemple. Un des problèmes principaux ici, je joue un petit coup de philo, regardez, hop là, juste avant le buzzer de la mi-temps, on arrive quand même à passer devant. Mais ça s'appelle vraiment c'est vraiment une arnaque d'arriver à passer devant juste à ce moment-là. Mais bon, il reste encore une mi-temps, on va pas s'enflammer. Mais là, Dragic qui sort de la NAS pour venir comme ça planter juste avant la mi-temps.
C'est toujours agréable. Ne mésestimons pas le shoot à distance d'Anthony Davis. Je vais enfin pouvoir dire ce que je cherche à dire depuis 3 minutes, à savoir que les Lakers posent un vrai problème de taille, parce qu'ils jouent tout le temps à 2 grands dedans. Alors, quand il y a Anthony Davis plus un pivot, en général, c'est toujours Anthony Davis plus soit Harrell, soit Drummond. Et puis, il y a aussi la version allégée. La version allégée, c'est Harrell Gasol ou Drummond Gasol. Bon, vous me concéderez que c'est pas forcément mieux. Ah, LeBron, il est fantastique. Hein. Il est fantastique sur ses pénétrations. On peut s'y mettre à 3 que ça ne change rien. Il permet là aux Lakers de passer devant. Il permet également ici, bam, de prendre 5 points d'avance. C'est du très très grand LeBron James. Et en plus, il y a un peu de réussite par moment, puisque quand on a comme ça des ballons qui reviennent dans les mains de manière assez magique, plus Drummond qui claque and dunk, honnêtement, c'est dur à vivre pour l'adversaire. On est un petit peu distancé. En ce fin de troisième quart, le 3 points de Kyle Kuzma, là, ici, a fait très très mal. Et il n'y a plus qu'à essayer d'accumuler les stops défensifs, mais ce sera bien difficile. Allez, ici, Dragic, voilà, qui artille pour revenir à -7. Il y a peut-être encore un petit espoir. Allez, on va s'y accrocher. On va s'accrocher à cet espoir-là. Trevor Ariza en défense. Regardez-moi ça, c'est pas affreux, ça. Oh là 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 là. Bjelica, je peux vous dire juste une chose, c'est que sur ce match, il m'a saoulé. Je l'ai trouvé juste qui n'apportait pas vraiment en attaque et surtout qui était calamiteux en défense. Donc j'ai benché pour tout le reste de la série Bjelica suite à ce traumatisme que j'ai vécu sur le premier match. 46-51, il reste 2 minutes. Franchement, c'est pas fini. Hein. Il y a encore moyen de claquer ce match, mais vraiment sur un hold-up. Hein. Allez, mon Jimmy. Voilà, histoire de reprendre un petit peu de notre retard là. Hop là, on est revenu à 3 points. 3 points, c'est une possession, c'est que dalle, il suffit de faire un stop. Allez, LeBron qui part sur la gauche et qui va magnifiquement jouer. LeBron prend le jeu à son compte et c'est très très beau. Même quand on le subit, franchement, c'est magnifique. Ce panier, en revanche, là, à 6 mètres à la Patrick Ewing de Montrezl Harrell m'a saoulé. Bon, allez, c'est pas grave. 51-55. C'est toujours pas fini à ce moment-là, mais il faut impérativement stopper les 2 prochaines possessions des Lakers. Et est-ce que ce sera le cas ? Non, parce que dans un petit moment d'atermoiement, KCP va glisser le panier qu'il ne fallait pas concéder. Donc, cette défaite, elle est bien évidemment à mettre sur le compte déjà du déficit au rebond qui est calamiteux. On se fait complètement dépoutrailler. LeBron James n'a marqué que 36 points en extrapolé, mais je peux vous dire qu'en fait, à chaque fois, les points étaient capitaux et c'était des paniers difficiles sur des actions compliquées. Et de notre côté, j'ai été amené du coup à changer ma rotation. C'est les fameuses adaptations, hein, c'est les ajustements dans une série. J'ai sorti Nunn et Bjelica du 5 pour donner plus de minutes à Dragic, Robinson, Iguodala, Ariza en sortie de banc et oser utiliser Adebayo en 4 un petit peu plus pour faire face à la menace Anthony Davis, et ce dans la mesure où Achiuwa est vraiment précieux malgré son seulement 79. En fait, il fait tout ce qu'il a déjà à faire, c'est-à-dire à sécuriser du rebond, à poser des écrans, à éventuellement bloquer ou venir en aide et aussi conclure parfois sur alley-oop. Donc Achiuwa, capital. Je pense qu'on va s'en rendre compte dans pas si longtemps que ça. On essaie de construire comme ça des petites actions par un moment avec des mecs qui remontent, que ce soit en curl, que ce soit en sortie d'écran un peu différente. On varie aussi avec du alley-oop.
je commence à avoir un petit peu plus l'idée de ce que j'ai à faire sur ce match-là, ce qui explique plutôt un bon début de premier quart-temps, même si Montrezl a fait preuve d'une relative insolence sur pas mal d'actions. Tiens, ici, non mais les gars, faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. Il te balance un alley-oop complètement au hasard. Derrière, Oladipo n'en croit pas ses yeux. C'est alley-oop au hasard. Et ouais, mais tout va bien. Tout va bien, ça termine par une faute. Et des lancers. Donc, c'est assez frustrant par moment. Ça joue vraiment bien. On n'a pas encore vu du grand KCP. Ça ne saurait tarder. Là, c'est Anthony Davis. Après avoir vu du bon Harrell, du bon Schroeder. Finalement, il n'y a que LeBron James que je ne vous ai pas vraiment montré encore sur ce match 2. Est-ce que Anthony Davis va, regardez, encore nous ridiculiser. Il est monstrueux, j'adore. C'est vraiment phénoménal. LeBron James, toujours en force, que Jimmy a bien du mal à contenir. Ici, c'est encore du Anthony Davis dans ses œuvres. Voilà. Seul face à 2 ou 3 mecs, on s'en fout complètement. Et il y a quelqu'un qui va sortir de sa boîte. C'est le petit... c'est Robinson, bien sûr. Hein, et le problème, c'est que quand Robinson il commence à chauffer, bah écoutez, ça peut être pas mal en fait. Ça peut nous offrir des solutions. Déjà, ça va nous permettre de revenir. Et un petit peu après, ça va nous permettre même de prendre l'avantage, enfin de revenir à égalité, mais c'est déjà un exploit. Regardez-moi cette série de 3 points de Robinson, c'est juste phénoménal. Donc, Schroeder dans ses œuvres. On est toujours sur la corde raide. Goran Dragic, bam, il s'est pris pour Robinson et il nous permet de passer devant. Il reste un petit peu plus de 3 minutes et honnêtement, à ce stade-là, je commencerai limite à pouvoir croire en mes chances dans ce match 2. En tout cas, c'est mieux parti que dans le premier match. Voilà, derrière LeBron James qui égalise. Il reste 3 minutes. Le jeu est très très intense. C'est passionnant de jouer avec un match comme ça, ou plusieurs, hein, comme j'ai fait, avec le Heat contre ces Lakers qui sont super forts, ils sont merveilleux. Et de les jouer comme ça avec une équipe qui est supposée inférieure, mais qui a quand même de sacrés joueurs, hein, pour faire valoir quelques arguments, comme ici, voilà, le pick and roll Butler à Kiowa. De toute façon, c'est simple. Hein. En cette fin de match, celle-là, je la prends mal. Ça m'a énervé, ce cut-là de KCP avec la passe de Dédé Drummond, qui, pour le coup, a joué un peu comme un Marc Gasol. Derrière, c'est le alley-oop pour Anthony Davis. Ouais, je donne tous les ballons en attaque, là, à Jimmy B. Et puis après, on essaie de profiter par moment des prises à 2 sur l'ami Adebayo, qui peuvent nous permettre d'avoir quelques shoots ouverts. En l'occurrence, celui-ci n'est pas converti, c'est dommage, j'espère qu'on va pas avoir à le regretter. Surtout que derrière, Anthony Davis convertit la contre-attaque. On sait très bien, il dribble comme un arrière et saute comme un pivot. Et en plus, il shoot à 3 points et il a tous les moves. Il a tous les moves, ce mec. Il est complètement dingue. Tyler Herro. Voilà pour l'égalisation. Exceptionnel Tyler Herro. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas vu du Tyler Herro qui commence à chauffer. Donc derrière tout ça, 4, 3, 2... Ah, c'est dévissé, temps mort. Temps mort. On va avoir 1 seconde 4 pour un éventuel shoot de la gagne. Je fais rentrer 2-3 shooters. Là, vous voyez Robinson, Dragic. Ça va être pour Dragic. Ah, dommage. Dragic qui dévisse légèrement. Ça rebondit 2 fois sur le cercle. Et on va en prolongation. Et j'ai repositionné Oladipo en 1. Parce que j'en ai marre de me faire jouer la chanson par Schroeder. Adebayo montre qu'il est bondissant. Il est aussi là pour ça. Jimmy se fait dépasser ici par LeBron, lequel va trouver un Montrezl Harrell qui fait encore une fois preuve d'insolence maximale. Il est prodigieux. Hein.
Il, il, a, il a un côté à des moments à te sortir des trucs, mais tu sais pas d'où ça sort. Mais voilà. Donc, les Lakers sont légèrement devant. Ah, le panier dévissé ici. Oladipo était ouvert à 3 points, c'est insupportable. Surtout que derrière, on va se manger encore une fois la contre-attaque. Voilà, évidemment. Ça va être 2 lancers pour Schroeder, qui n'est pas maladroit. Très bon, hein. Je trouve que Schroeder va bien hein, dans cette équipe-là. C'est magnifique. C'est magnifique. Prise à 2, attention. Ne panique pas, mon grand. Ne te fais pas avoir. Bah oui. Alors, je sais pas pourquoi ils font quand même aussi systématiquement prise à 2 sur Adebayo. Parce que honnêtement, Anthony Davis, il a les moyens de le contenir. Hein. Mais du coup, il faut essayer d'en profiter pour trouver... Waouh, des solutions. J'allais dire, LeBron James qui fait passer les Lakers à plus 4. Ça sent mauvais, hein. Ça sent le 2-0 pour les Lakers dans la série. Allez, balle à Jimmy. Jimmy qui, hop là, va retrouver son compère dans le dos de Montrezl Harrell. C'est Adebayo qui vient comme ça dunker. Il faut un stop. Il faut un stop défensif, quoi qu'il arrive. Et LeBron qui reprend son rebond. Contré par Akiuwa. Derrière, Adebayo, Butler qui provoque la faute. Et Jimmy Butler va avoir 2 lancers pour nous faire revenir à égalité. Alors là, il y a grosse pression sur les lancers. Les 2 seront mis. Bon, après, je vous avoue que le plaisir de jouer face aux Lakers, il est décuplé pour moi par le fait de le faire avec le Heat. Parce que Jimmy Butler est pas loin d'être un de mes joueurs vraiment préférés. Tout en haut de la liste. Ah, et puis j'adore cet esprit du Heat. Je trouve ça... Allez mon Jimmy. Wouhou. L'égalisation. Vous l'avez pas vu celle-là? Elle est sensationnelle, l'égalisation de Jimmy Butler. Comme ça, pour nous envoyer en 2e prolongation derrière un panier pourtant que LeBron James pouvait penser être celui de la gagne. Donc, on est en 2e prolongation. Ce match est déjà exceptionnel à ce stade-là. Très joli. 2 points d'Anthony Davis à mi-distance. Et derrière, on refait rentrer le diable. Robinson, 3 points. Caldwell Pope qui tente, mais qui se fait contrer. Il s'est fait cueillir par la doublette Akiuwa Adebayo. Et derrière, non, on s'affole pas. On garde la balle, on retravaille. Tu donnes la balle à Jimmy. Derrière, on va prendre le pick parce que c'est Drummond. Et on envoie Akiuwa, qui était aussi à l'origine de l'action, puisqu'il avait participé à la défense sur KCP. C'est lui qui conclut le alley-oop. On n'est pas loin de voler la balle derrière. Oh là là. Il faut pas laisser Schroeder ouvert à 3 points. On a merdé en défense. Faut quand même appeler les choses par leur nom. Et derrière, je vais être obligé de prendre comme ça un shoot casse-croûte. Égalité. Et la contre-attaque. Oui, évidemment. Et évidemment qu'il y a eu la faute. J'ai tenté tout ce que j'ai pu pour aller contrer KCP. Ça n'a pas fonctionné. Plus de Lakers. Il reste 50 secondes. Jimmy, allez. Jimmy, tu vas prendre la balle. On va relancer très rapidement un système en sortie d'écran. Ici. Voilà. Pour Oladipo. Heureusement, on prend le rebond. C'était dévissé. On a pris le rebond. Et derrière, Tyler Hero nous fait repasser devant. Tyler Hero, en fait, lui, quand il rentre un shoot de la mort, il se gratte le coude. Le mec se gratte le coude juste derrière, très modeste en fait. Il est là, non, mais il n'y a pas de problème. J'en rentre une centaine tous les jours, comme ça, à moins d'une minute d'une fin de match de 2e prolongation de finale NBA. Bref, LeBron fait repasser les Lakers devant. On va avoir quand même un ballon pour la gagne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même pas oublier de la donner à Jimmy, cette balle. Balle à Jimmy Butler. -1. On prend l'écran de Akiuwa. Et on va provoquer la faute. Voilà, parfait. J'ai eu trop peur de ressortir la balle. Parce que je pense que ça aurait été très risqué de prendre ce shoot à mi-distance avec Adebayo en bas. Qui s'était démarqué à 0 degré. Donc il valait mieux essayer plutôt d'aller chercher la faute avec Jimmy qui met les 2 lancers qui nous fait passer à +1. Il restera tout de même presque 6 secondes à LeBron, AD et compagnie pour essayer de nous trouver quelque chose à faire. Et là, on va essayer de le bloquer en le prenant à 2 du coup. Tir à 3 points d'André Drummond, dévissé. Yes, c'est pris.
Ouais, en fait, je voulais surtout pas laisser LeBron shooter parce que je suis pas loin d'être certain que ce shoot-là, il est capable de le mettre même avec un type dans le slip. Donc, à partir de là, on a gagné ce match avec une grosse adresse à 3 points, 50%, sur un gros volume de shoot, 10 sur 20. C'est un très très bon score, peut-être même un des meilleurs que j'ai fait depuis que je joue à NBA 2K21. James à 44 points, 36 pour Davis, Schroeder 28. Dédé Drummond a peut-être moins existé dans ce match-là, tant mieux pour nous. Et c'est Robinson qui aura fait un énorme carton, 13 sur 18 à 3 points en extrapolé. Vous imaginez, le mec met 13 sur 18 à 3 points en finale NBA. Bon. Après tout, ces mecs-là sont dingues, ils sont capables de rentrer des shoots. Pourquoi pas, quelque part. Alors, je vais pas tout jouer. On va simuler la suite, voilà. Donc, petit simcast pour le match 3. Parce qu'en fait, je pense que ça mérite d'être joué maintenant s'il y a un match décisif. Hein, donc, à voir un peu ce que le jeu veut simuler. 2-1 pour le Heat sur ce match 3. C'est plutôt pas mal déjà d'avoir pris un match en simulation. Parce que ça prouve qu'on n'est peut-être pas non plus si ridicule que ça. Face à ces Lakers pourtant qui font terriblement peur. Le match 4, toujours du côté de Miami, verra une victoire relativement large, 30 points, enfin en tout cas 26 points pour les Lakers d'écart. Donc égalisation à 2-2, on rentre à LA, on va se retrouver avec un match 5 quasi décisif déjà, puisqu'on est sur une série en 3 matchs, hein, au meilleur des 3 matchs, il faut en gagner 2. 137-111, énorme victoire éclatante du Heat qui va avoir le privilège de recevoir pour une victoire et pour un titre NBA. On va donc essayer de s'appliquer et on va le jouer. J'aurais vraiment envie de jouer ce match-là de la meilleure des manières. Voilà, donc on va voir. À ce moment-là, oui, on mesure tout l'écart entre les régulières de ces deux équipes. Il y en a une qui a fait 41-41, l'autre qui a tapé 65 victoires. C'est juste monstrueux. Et c'est parti. Je reste sur mes ajustements d'avant le match 2. Puisqu'au final, on a vu que ça avait l'air de plutôt fonctionner. De restreindre un peu cette rotation, laisser Jimmy Butler en priorité sur LeBron James, laisser également Adebayo en priorité sur Anthony Davis. Je pense que après il faut se débrouiller avec les autres, essayer de les limiter. Hein. C'est comme quand on joue les Bucks de Antetokounmpo. Hein, si on arrive à limiter tous les autres, à la limite Antetokounmpo peut mettre 40 points. C'est pas grave. Donc là c'est un peu la même, sauf qu'il y en a 2 des mutants extraterrestres. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc voilà. Prise à 2 quasi systématique, vous voyez, sur Adebayo. Après on a des possibilités de shoot externe parce que, mine de rien, cette équipe du 8, ok, elle a pas les meilleurs joueurs du monde, mais elle a quand même des shooters d'exception. Robinson en est un, Dragic quand même un drôle de scoreur. Tyler Hero peut prendre feu à des moments. Je crois qu'IRL il a déjà fait. Tyler Hero il a déjà tapé au moins une fois plus que 30 points en finale NBA. Hein. On n'a pas affaire non plus au petit jeune qui a jamais confirmé de sa vie. Bien au contraire, hein, Hero peut vraiment prendre feu, c'est assez violent. Puis après il y a toujours Jimmy Butler, hein, évidemment. Jimmy toujours capable de folie et surtout de prendre des rebonds, de faire des passes, de scorer. Ici, hop là, on ne parvient toujours pas à contenir Anthony Davis, mais pour autant, le début de match est quand même à notre avantage. On a plutôt une jolie avance en ce tout début de rencontre, hein, puisqu'elle va se porter presque à une dizaine de points. Vous voyez, on arrive comme ça à accumuler un bon paquet de stops défensifs.
Il y a beaucoup d'intensité. Alors évidemment, il y a des moments où on arrive à rien stopper du tout, mais voilà. Et puis, donc LeBron était sorti à la moitié du premier quart. On avait terminé avec une jolie avance. Hein. Ce premier quart était gagné par le 8. LeBron James va, tenez-vous bien, jouer l'intégralité du deuxième, du troisième quart pour rentrer, je crois, vers la moitié du quatrième. Et rien que la présence de LeBron va permettre comme ça. Alors c'est vrai que moi j'ai à la fois de la maladresse et des mauvais choix, hein, mais les Lakers vont reprendre. Hein. Voilà, magnifique ici. Ils repassent devant. Ils nous ont mis une série absolument fabuleuse là-dessus. Harrell toujours en insolence avec le +1. En même temps face à Robinson. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Allez. Il faut se ressaisir parce que là on est en train de prendre le bouillon. Les pénétrations de LeBron James sont systématiquement stoppées. Sont systématiquement gagnantes, excusez-moi. Et nous, on dévisse tout ce qu'on peut. L'adresse à 3 points n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle a été au match précédent, au match 2, hein, celui des fameux 40 points de Robinson. Allez, Duncan Robinson, l'homme au double, le prénom des deux Spurs mythiques, Duncan et Robinson, c'est quand même besoin de s'appeler comme ça. On est au contact. Moins de 3 minutes. Ici, Anthony Davis a subi la loi des intérieurs du 8. Derrière, il est contesté. On arrache le rebond avec Akiwa. Il y avait eu un énorme travail d'Adebayo. Allez, Oladipo. Ah, c'est raté. Eh bien non, en fait, c'était un leurre. On a cru qu'on allait jouer pour Oladipo, on a joué pour Tyler Hero et bam, avec la main dans la figure, Tyler Hero nous rentre encore un shoot complètement difficile, quoi, au minimum. Derrière le contre sur LeBron James de Akiwa. Akiwa fait quand même du boulot, hein. Il est assez prodigieux. Là, très mauvais calcul d'aller à 2 sur Drummond, parce que je pense pas que Drummond ait les moves nécessaires. Et on laisse ouvert KCP, ce qui est quand même très très mauvais. Derrière, LeBron permet aux Lakers de prendre 3 points d'avance. Il y a le feu. Il y a le feu dans la maison 8. À ce moment-là, Jimmy, la balle. On va tenter de jouer pour Oladipo. Non. On garde la balle, on prend plutôt l'écran et on va chercher la faute. C'est vrai que quand même, c'est un truc, ça, qui est en dernière instance, quand on est vraiment, vraiment en difficulté, aller comme ça chercher la faute avec Jimmy Butler, bah voilà, je suis bien obligé d'essayer de faire quelque chose. Hein. À la Harden, on va dire, version Rockets, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, le nombre de lancers qu'il obtenait, très jolie action de LeBron James, toujours moins 3. Allez, balle à Adebayo. On va peut-être appeler quelque chose pour un shooter. Parce que là, on aurait vraiment besoin de 3 points, en fait. Allez, oui. Très bon, et la faute. Oh là 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 là. La faute de KCP, ici, elle est horrible. Parce qu'elle permet, du coup, derrière, à Oladipo de rentrer le lancer franc de l'égalisation. On est à 44-44. Il reste une possession. Hein, puisque Lakers n'ont aucune raison de se dépêcher de la jouer, au contraire, ils doivent vraiment la jouer à la toute fin. Qu'est-ce qui va se passer? La Schroeder, 10, 9, 8, 7. Les secondes sont longues, hein, quand on attend comme ça, je vous le dis. Et derrière, le shoot, LeBronesque, le fade-away qu'on aime tous, le truc phénoménal. Et oui, LeBron. Franchement, gros shoot. On est en difficulté. Je crois qu'on a un problème, chef. Surtout qu'on est pris... Oui, mais voilà, Akiwa qui est retrouvé par Jimmy Butler sur le panier improbable devant l'éternel. 46 partout. Ça nous envoie en prolongation. Je pense Akiwa, il a dû lâcher la balle vers 2/10, quoi. Tellement c'était tendu. On perd l'entre-deux de la prolongation. Après, on a vu que c'est pas forcément mauvais, puisque quand on avait perdu l'entre-deux de la deuxième prolongation lors du match 2,
En fait, derrière, on avait gagné Coast to Coast ou LeBron James. Ah bah, le rebond offensif et le dunk, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Maladresse de Dragic. Du coup, je le relance, je me dis quand même, tu vas pas tout rater, Coco. Bah non, hein. Oui, le rebond de Ladipo, bravo. Bravo, très bon rebond. On va appeler un pic, évidemment, dans ces cas-là. On va essayer de se rapprocher. Jimmy Butler mise en échec. Il n'y a pas eu faute. Et le panier est dévissé. Heureusement, derrière, on a scotché le ballon dans les mains de KCP. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Oui, on va attendre. On va attendre parce que le chemin de la contre-attaque était complètement bloqué. Le repli défensif des Lakers, il est quand même au-dessus de la moyenne par rapport à d'autres équipes. Dragic, oh là là, c'est encore dévissé, ça tue ça. Qu'est-ce que ça fait mal. Donc là, on a bien compris que Goran Dragic, peut-être il fallait chercher une autre option parce que ça fait 3 shoots ratés consécutivement. Et là, Jimmy va chercher la faute. C'est un combat de chaque seconde. Ces finales NBA là. Pour ça que je vous l'ai mis et puis j'ai laissé des résumés relativement longs entre guillemets parce que c'était un combat de chaque seconde. C'était phénoménal. C'est un peu les moments de bonheur moi que j'ai à Touquet, c'est quand il y a comme ça, oh le contre, qu'est-ce qu'il était monstrueux celui-là. Quand il y a des combats comme ça, de cette intensité-là, regardez, Akiwa qui vient comme ça, et après c'est AD qui retouche la balle. Akiwa a contré la balle, ou peut-être fait faute, mais en tout cas, la faute n'a pas été sifflée. Et si on appelait un 3 points pour Duncan Robinson, est-ce que ça nous dirait? Oui, plus 3 pour le Heat, le meilleur shooter de la NBA en cette saison à 52% là, à parler. Duncan Robinson nous fait passer à 3 points devant. Derrière, regardez, phénoménal. Mal embarqué la possession. Derrière, AD s'écarte, 3 points, égalisation. Hero qui prend un shoot casse-croûte. Il reste un peu plus de 20 secondes. 51 partout. Shoot de Schroeder, un petit peu contesté. Derrière, on a un ballon pour la gagne. Adebayo remonte la balle paisiblement. Oui, bah tant qu'à faire, comme ça les autres peuvent s'écarter. Hein. Et si on proposait à Robinson de shooter, ce serait pas mal, non? Mais en fait, le chemin est bloqué. On va se retrouver avec un ballon qui sort, heureusement, parce que c'était en train de devenir du grand n'importe quoi à ce moment-là. Et ce qui va être encore plus n'importe quoi, c'est qu'on va se faire intercepter sur la remise en jeu, temps mort immédiat des Lakers, et donc remise en jeu dans notre moitié de terrain. Il reste 4 secondes. C'est limite dramatique ce qui s'est passé. Rebondissement total alors qu'on avait une balle pour la gagne. LeBron, oh là 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 là, temps mort immédiat. Sauf qu'il reste 6 dixièmes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire en 6 dixièmes? On peut faire un alley-oop. Balancer une passe en l'air à un type qui saute bien, un peu comme ça en gros. Ça vaut un peu comme ça. Après, il faut aussi qu'on ait lâché la balle avant la fin du chrono. Hein, c'est pas garanti. C'est pas garanti du tout. Analyse du ralenti. Adebayo lâche la balle avant la petite lumière rouge partout là autour du panneau. Eh oui. Le panier est donc valide. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va avoir un truc au doigt en plus. Là, il est en train de regarder ses doigts, on dirait. Il prépare à quel doigt il va mettre la bague. Ça doit être sûrement ça. Victoire pour le Miami Heat sur cette dernière petite action totalement chanceuse. Et Adebayo qui, comme ça, aura rabattu le ballon dans le cercle. Et Akiwa qui le félicite. Akiwa était l'auteur de la passe, au passage. Hein. Les deux auront assuré comme des dieux dans la raquette face aux intérieurs de Los Angeles. Spoelstra qui réconforte quelques joueurs des Lakers. Le trophée est pour Miami. Honnêtement, ça aurait été incroyable. Je garderai longtemps en mémoire, surtout que là, cette finale, elle était super excitante. Elle n'était pas vraiment prévue. C'est une partie avec les Wizards, j'avais pas du tout le 8, mais en même temps j'ai eu envie de la jouer et quelque part
Je ne le regrette pas. Oladipo qui vient d'arriver au Heat, qui est champion très rapidement. Et la famille Heat qui soulève son trophée. On aura derrière une petite idée pour le MVP éventuellement. Est-ce que c'est Butler ou est-ce que c'est Adebayo? Moi je pensais... vu les matchs, c'est vrai que Butler n'a peut-être pas brillé statistiquement de ouf. Hein. Et puis Adebayo aura mis comme ça le panier de la gagne. C'est pas volé. MVP des Finals pour Bam Adebayo. C'est pas volé du tout. Ouf, cette saison est terminée. On va pouvoir passer à la suite après avoir regardé un petit peu les stats. Voilà, assez équilibré. Bien aimé le comportement de cette équipe. C'était vraiment génial. Donc 30 points LeBron. Ouais, on l'aura quand même bien embêté. On extrapolé à 14 sur 32. On l'aura quand même pas mal embêté. Et c'est le moment de changer de sujet, ou plutôt de continuer en fait le cours des choses. C'est évidemment l'histoire des Wizards à l'été. Donc, après cette victoire du Heat, le Heat avait sorti les Wizards qui sortaient d'une saison, on va dire, autour des 50%, avec Russ West, Bradley Beal et tout ce qu'on connaît du côté des Wizards. Je vous avais demandé votre avis, je vous avais dit que je ferais ce que la majorité nous dira, et puis il ressort de l'épisode précédent, dans les coms, il ressort très nettement que, je crois que c'était 28-9 la dernière fois que j'ai regardé, 28 pour la reconstruction, 9 contre la reconstruction, donc j'ai bien saisi le message, on reconstruit. Après, dans les détails, on m'avait dit, beaucoup m'ont dit, non mais tu gardes Bradley Beal, échange seulement Westbrook, en tout cas tu gardes Bradley Beal, voilà, c'est ce qu'on m'a demandé, donc je vais garder Bradley Beal, je vais le garder, et puis vous allez bien voir ce que j'ai pensé autour. Déjà juste une petite idée pour la loterie. La loterie, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer? Nous, on est hors loterie, on n'avait pas le pic de quelqu'un d'autre, donc on est absolument pas concerné par cette loterie. Et on voit que les Wizards, comme ça, auront le choix numéro 19. Voilà. Choix 19 pour les Wizards. Qui est-ce qu'on va aller chercher en 19e choix? Je vous avoue, c'est pas forcément évident d'aller comme ça prendre... On va pas avoir un top player à ce niveau-là. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. 19e choix, il va juste falloir être malin. Donc, on va voir ça dans quelques secondes. Le début de la draft, je vous le réserve pour une autre vidéo. 22 offres pour notre 19e choix. Je ne vais pas aimer certaines offres. Tiens, Kuminga, c'est abusé. Il le draft, il nous l'envoie de suite, c'est pas possible. Et puis en plus, j'ai déjà joué avec cette année. Zubac, Kennard, j'en veux pas. Kyle Anderson, pas bon, non bof. Capella, pas réaliste. Washington, honnêtement, je n'en ai pas besoin en fait dans cette équipe-là. Haliburton, pour moi, ça bouge pas, donc je ne prends pas ce trade-là. Pourquoi les Kings se défraient d'Haliburton, hein. Cole Anthony, T-Ross, ça à la limite, c'était pas idiot. Mais Cole Anthony, je vais vous en parler dans quelques temps dans une autre vidéo, donc pas pris. J'ai pas envie de faire de doublons. Du côté des intérieurs là, que les Nets nous proposaient, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Échanger contre un pick, bof. Parce que les pics en question, c'était des pics protégés en cascade, donc c'est pas forcément intéressant. Sadiq Bey, ça bouge pas pour moi. Nunobi, normalement, ça bouge pas des Raptors. Du coup, j'ai rejeté comme ça plein de choses proposées par l'IA. Pareil, hein. Jalen Smith, Jevon Carter, non merci, quoi. Théo, ça bouge pas. Théo Malédon, ça bouge pas. Malik Beasley, ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment le truc dont j'ai besoin, je crois. Covington m'intéresse, mais on pourra peut-être s'y attaquer d'une autre manière. Et là, en fait, il y a une offre qui va retenir mon attention. C'est les Warriors qui proposent
Terrence Shannon, qui honnêtement semble intéressant. Regardez, ça a l'air d'être plutôt un défenseur correct. Il n'est pas mauvais rebondeur, il est plutôt bon attaquant. Il a un polygone date de tir qui est plutôt satisfaisant. Ça demanderait d'envoyer Hutchison, pourquoi pas. Et puis en plus, on récupérerait un pic. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas du tout. Hein, je regarde un peu à ce moment-là le potentiel du joueur. Il semble avoir un potentiel qui est au-dessus de 84, hein, puisque le bleu est légèrement au-dessus du rouge. Donc, non, ça se regarde. Hein. Ça se regarde, en fait, cette offre. Et donc, comme il s'agit d'un rookie, on sait que les échanges à la draft, franchement, c'est pas rare. Qu'il y ait comme ça une équipe qui monte, une autre qui descend. Donc, en l'occurrence, je prends cette offre-là. Elle me va totalement. On essaiera de développer ce petit Terrence Shannon. Voir un petit peu ce que ça donnera. Je veux savoir aussi pourquoi ils avaient tradé. Ah, ils voulaient aller chercher un meneur, d'accord. Ils voulaient aller récupérer Mac McClung, un joueur que j'adore. Hâte de le voir en NBA, celui-là, je vous le dis. Donc Mac McClung aux Warriors, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'ils ont sacrifié finalement leur choix de Shannon Junior. Parce qu'en plus, il récupère Hutchison, qui n'est pas un mauvais 3&D au passage. Je n'étais pas obsédé par lui, vu ma construction future d'équipe. Donc, pour ça que je ne me suis pas accroché à Hutchison. Donc, ce petit Shannon a l'air d'avoir de bonnes bases pour une carrière correcte. En tout cas, il n'y a pas de quoi rougir. On passe directement ensuite aux options. Alors, au niveau des options... Je vais activer évidemment les options de Hachimura, de Gafford, de Naz Reid. Et en revanche, je ne pense pas activer les options de Dakan Jeffries ni de Gill. Donc voilà un petit peu comment je le voyais. Et puis on va peut-être faire quelques trades, non ? C'est le moment. Hein, donc on a parlé du fait d'envoyer le Russell Westbrook quelque part. Alors je voudrais déjà dire une chose que, en plus IRL en ce moment, il est en train de se gaver Westbrook. Il a déjà fait 24 triple-doubles au moment où je parle cette saison, ce qui est quand même faramineux. On peut pas dire que Russell Westbrook soit un joueur qu'on peut critiquer intrinsèquement. C'est juste que là, dans le projet de reconstruction, si je ne sacrifie pas Westbrook, je vois pas comment je peux faire une reconstruction si je garde Bradley Beal. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, à la base, moi, Russell Westbrook, je suis méga fan. Et regardez, on va essayer de trouver une solution du côté des Pelicans. Ce qui veut dire qu'en fait, on offrirait à Westbrook une jolie porte de sortie, puisqu'il pourrait aller dans une équipe qui joue le titre, hein, on est d'accord, avec un Zion au-dessus de 90, un Ingram à 86-87, un Westbrook comme ça à 87, plus quelques role players pas dégueux à côté. Westbrook, on l'envoie dans une équipe qui peut jouer les premiers rôles même de l'Ouest. Donc à voir. En plus, c'est assez excitant d'imaginer Westbrook avec Zion dans la même équipe. C'est assez dingue. Je pense que les matchs vaudront le coup d'être joués quand on les rencontrera. Et puis vous voyez, j'essaie de magouiller parce que Bledsoe, c'est sympa. Lonzo Ball, ça me plaît énormément. Sinon, je serais pas allé là-dessus. Hein. Mais si je pouvais faire coup double, Philly Bryant, Bledsoe contre Jarrett Allen, honnêtement, je prends tous les jours. Alors, ce trade va être compliqué. Va être compliqué parce qu'il va falloir trouver du pic à rajouter. Vous voyez ? Par exemple, je demande à New Orleans de mettre dans la balance, et ils récupèrent Westbrook, hein, et on leur récupère des années de Bledsoe, donc on peut envisager un pic. Le tour des Lakers en plus, Lakers 2022, ça va pas être le premier choix de la draft, hein. Donc, vous voyez, on le met en balance pour satisfaire les Cavs, qui eux par contre, nous envoient Jarrett Allen, ce qui paraît
Pour moi, en tout cas, ce serait génial si ça marche. Donc, genre de trade en triangulaire là, qui demande pas mal de temps à être là, à regarder, à chercher. Et en fait, il va finir par aboutir. J'ai cherché pendant pas mal de temps, je vous avoue. Là, résumé, monter, ça donne ça, mais il m'a fallu pas plusieurs heures, mais pas loin pour trouver un montage qui satisfasse tout le monde. Et donc avec ce pic, c'est passé. On se retrouve donc avec Lonzo Ball et Jarrett Allen. Et maintenant, on va s'occuper de compléter notre effectif. Je vais utiliser les 18 millions de salaire de Rubio pour essayer de le mettre en balance avec un joueur qui puisse m'apporter quelque chose de sympathique. Et je vais aller pour ça, ça va être très modeste, hein. Je vais aller pour ça du côté du Magic, parce que je cherche des trades qui soient pas irréalistes complets, vous voyez. Je me dis que le Magic qui accueillerait Rubio sur une dernière année de contrat et qui se débarrasserait au passage de Harris, mais il lui reste qu'une seule année, vous inquiétez pas. Et le tout en prenant R.J. Hampton, et nous on donnerait Gafford. Du coup, ça demanderait une petite rétribution. En fait, c'est vraiment R.J. Hampton qui m'intéressait, et je déteste pas le fait d'avoir Gary Harris. Pour moi, c'est assez intéressant, parce que joueur comme ça, qui vous pouvez donner 15 minutes au poste 2, a priori, vu sa taille, peut jouer 3, mais bon. Et qui va vous faire déjà un bon boulot en défense. De toute façon, c'est pas lui qui va sauver l'équipe, il va pas mettre 45 points. Mais voilà, donc le petit montage sur lequel on s'est arrêté avec Orlando. Donc Harris, R.J. Hampton, transfuge de Denver, à la base, qui viennent comme ça nous rejoindre. On a récupéré un deuxième tour. Oui, il y a quand même des étoiles supplémentaires, donc c'est assez logique. Et on s'est aussi débarrassé au passage de Gafford, mais c'est pas grave parce que on avait, avec la doublette Allen Nasrid, je sais qu'on peut voyager tranquille. On peut vraiment être tranquille. En plus, ces deux-là, peut-être un des deux qui a de la marge, 22 et 23 ans. Hachimura, Bertans, pour le moment. Ouais. Je pense peut-être à ce moment-là à faire sortir Hachimura du banc et aller chercher un 3. Un 3 ou un 4. Ou un 3 qui peut jouer 4. Avdija, de toute façon, je ne le bougerai pas. Hachimura non plus. Petit Shannon, voilà, vous voyez, il pourra apporter probablement sans trop attendre. Le pas si vieux, 27 ans, Gary Harris, mais il va pouvoir nous apporter aussi. R.J. Hampton, je vais le changer de poste parce que pour moi, il va être utilisé au moins sur l'année qui vient. Après, on verra, ça changera peut-être. Mais R.J. Hampton va être utilisé en tant que meneur backup. Voilà, ce sera mon meneur backup. Même si le petit Cassius Winston, a une progression assez abracadabrante. Dans quelques minutes, on va constater qu'il est passé à 78, le bougre, avec son two-way contract là, qui a aucune allure en apparence. Donc, à la main, ça va. Poste d'arrière, ça va. Pivot, ça va. Il y a juste encore un petit souci au poste 3-4. Ça manque de profondeur à ce moment-là. Du coup, je continue un petit peu à réfléchir. Je cherche. Et je vais tomber ensuite sur l'obligation de bouger Bertans. Je voulais pas le bouger à la base. Je voulais garder comme ça ce shooter poste 4 qui sort du banc et qui peut vraiment mettre des points. Mais son manque de polyvalence, quand même, l'aura emporté et fait que je vais aller le monnayer contre Robert Covington. Et voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais pour moi, Covington, ça reste un immense joueur. Souvenez-vous, au moment du trade de Jimmy Butler aux Sixers, il faisait partie de la contrepartie qui a été envoyée à Minnesota. Derrière, Minnesota l'avait envoyé à Houston, où il avait eu un vrai rôle, où il y a des moments où il a vraiment brillé.
Puis Houston l'a bradé à Portland. Mais sur ce qu'on a vu du meilleur de Covington, honnêtement, je suis assez optimiste. Si on peut avoir du bon Covington, on a un très très bon joueur en fait. Donc à voir. À voir. Les joueurs comme ça, hein, qui sont plus ou moins heureux dans un environnement et qui se réalisent plus ou moins bien. Donc j'espère que dans cette équipe-là, on aura le meilleur de Rob Covington. Il n'y a que 30 ans en plus. Hein. Donc c'est pas mauvais. Par contre, le poste, c'est insupportable. AF passe. Mais alors, pivot, arrêtez-vous, quoi. On n'est plus à l'époque de Murray et du délire aux Rockets, là. C'est terminé. Donc je le recale comme il doit être, à mon sens, à savoir ailier fort. Après, on aurait aussi pu mettre ailier fort, ailier. Hein. Parce que j'avais un petit doute sur le fait que ça le fasse monter en overall. Et du coup, je suis content, je garde comme ça. Donc, il jouera poste 4, voilà, avec Jarrett Allen en 5. Avdija sera maintenu dans le 3. En poste 3, Bill et Ball seront donc sur les postes de guards. Et puis après, on répartira nos minutes avec quand même beaucoup de temps de jeu pour Hachimura, c'est logique. Le moratoire démarre. Il va falloir boucler un peu, mais j'ai déjà mon ossature. Du coup, ça va pas être très très long, en fait. La free agency, là, pour les Wizards, de toute façon, vu la marge qu'on a, on n'a rien comme marge. Je peux offrir un contrat à 5 millions maximum avec mon exception, là. Parce que le jeu ne respecte pas le calibrage des exceptions, vous voyez. Du coup, perdu pour perdu, je me dis, de toute façon, t'as tes joueurs, déjà. Il y en a certains à développer, comme le petit Shannon, par exemple. Du coup, je vais aller chercher juste 3-4 vétérans. Alors, en plus, il y a la menace, bon, c'est pas grave, hein, s'il re-signe, hein, mais il y a la menace de Bonga qui re-signerait, en fait, pour 1 an. Qui accepterait, en fait, la qualifying offer. Donc, je me dis que je laisse une place de marge. Vous voyez, j'ai été chercher des gens qui sont presque des oubliés, hein. J.R. Smith en est un. Que dire d'Ilyasova également. Et un autre oublié, mais qui fait plaisir parce que comme ça fait un petit retour aux Wizards où il avait passé comme ça à la fin de son gros contrat. C'est Ian Maimi. Moi j'aime beaucoup Ian Maimi. 74, mais surtout 7 insignes. Ce qui veut dire qu'il pourra transmettre des choses probablement à Naz Reid. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je le prends, c'est pas pour jouer. Mais 74, le mec peut... Tiens, il a accepté la qualifying Isaac Bonga. À 74, t'as un blessé, il peut jouer 15 minutes, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Donc ça va. Les upgrades de joueurs ou les régressions aussi, hein, selon les cas. C'est Ball à 82. Le petit Winston, je vous dis, en two-way comme ça, il a été stratosphérique au niveau de la progression. RJ Hampton qui passe à 74. En fait, si je le remettais en arrière, il monterait. Je laisse en meneur. De toute façon, les notes ne changent pas. Hein. C'est juste son overall en tant que meneur ou en tant qu'arrière qui change. Mais les notes, intrinsèquement, elles vont pas changer. Bradley Beal, mine de rien, 92. Hein. Quand on a un joueur à 92, on a de la chance. Shannon ne peut pas avoir progressé puisqu'on vient juste de le signer. Par contre, il confirme son potentiel qu'on avait vu être peut-être intéressant. Harris est dans les zones troubles des joueurs mal considérés par Touquet parce qu'ils ont été blessés, malheureux ou maladroits, ou les trois à la fois, maladroits au shoot, et ont été tradés et quelque part sont un peu en train de passer dans l'ombre, mais je crois encore en une renaissance. Covington, le plus 3 n'est pas un plus 3 effectif, c'est juste son changement de poste, hein. Bien évidemment. Avdija, en revanche, le plus 3 est un vrai plus 3. De 19 à 20 ans, il est passé comme ça à des notes de plus en plus acceptables. Il va falloir peut-être investir un camp d'entraînement pour Denis Avdija. Et Bonga, bah oui, il avait pris sa qualifying. Bon, pourquoi pas. Moi, je pense que ce type
est un joueur plutôt sympathique et qui peut mériter de rester. Hashimura a progressé, c'est cool. Nasrid un petit peu. Allen n'a pas progressé, mais à vrai dire, en l'état déjà, ça me va. Et puis, nos vétérans, évidemment, c'est pas la même histoire. C'est normal. Ok. Hashimura, en revanche, il a atteint son plafond, sûrement, hein, mais c'est pas grave. On peut en faire comme ça un joueur pourvoyeur de points en sortie de banc. Très intéressant. Très intéressant d'avoir ça comme 6e homme. Les camps d'entraînement arrivent. On n'en a que 2 en raison de l'évaluation du préparateur physique. Ah, j'ai changé le coach aussi. Hein. On va le voir dans quelques dizaines de secondes. Donc évidemment, initiation au basket pour Avdia. Permet de monter comme ça dans quelques catégories importantes pour mieux exister en NBA. Et puis, on va, après avoir un peu réfléchi, choisir un deuxième camp qui s'adressera au petit Shannon. Comme ça, je crois en lui. Voilà. De toute façon, on n'a pas pu drafter une superstar. On a déjà une superstar. Mais il faut miser maintenant sur le développement et sur l'alchimie d'équipe et sur la progression éventuellement dans le secteur défensif, quoi. Hein. Je pense que c'est ça. On enchaîne. Voilà, on est prêt pour la suite. La suite, c'est le setup habituel de tout début de saison. On voit que le calendrier nous réserve quelques matchs un peu faciles et puis d'autres peut-être qu'ils seront moins dans les premières semaines. Donc Hashimura, 6e homme. Je prends le risque de connaître une saison décevante en me disant que le projet, il est sur 2-3 ans plutôt. Hein, d'arriver peut-être en finale de conférence dans 2 ou 3 ans. Ça me semble être raisonnable avec Bill qui serait encore là, avec Covington qui serait pas terminé, Hashimura qui aurait encore maintenu son statut, Avdia qui aurait progressé, Allen qui n'aurait pas pu régresser, voire mieux, Ball qui peut encore progresser, Hampton qui aura progressé, c'est certain, Shannon également. Donc en fait on a de la marge de progression, on peut espérer plein de choses. Voilà. On donne un gros temps de jeu comme ça aux joueurs du 5, et puis derrière comme ça il y a 4 joueurs qui viennent se rajouter. Hashimura hérite quand même de 27 minutes, hein, j'ai pas menti, hein, j'ai dit que je voulais qu'il soit 6e homme de l'équipe, c'est pas pour lui donner 15 minutes. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que ce banc-là va pouvoir nous apporter, sachant qu'il est jeune, c'est un banc relativement jeune. Bon, à voir. Quelques jours plus tard, Winston nous quittera pour aller en G-League. Une histoire d'expiration du nombre de jours là en NBA. À tout moment, je peux convertir son contrat. Hein, donc, si jamais on avait une grave blessure, on pourrait étudier cette option-là. J'avais envie de fonctionner autrement. Pour le moment, voilà. Donc, j'ai changé le coach, hein, évidemment. Je n'ai pas gardé Scott Brooks. J'ai pris se dénommer Otis Newman, qui est une invention sur Touquet. C'est un coach que j'aime bien. B+, B+. Je trouve que c'est tout à fait intéressant d'avoir ça. Donc, Otis Newman jouera sur une stratégie Pacers. Ouais, parce que je me lance à changer de fond de jeu. Je sais que le fond de jeu Pacers, c'est toujours quelque chose de bien sur Touquet. Donc, je tente ça, et sinon, je basculerai sur d'autres fonds que j'aime bien, comme celui du Heat par exemple, ou celui des Spurs. Voilà, mais a priori, on démarre avec ça. Bill, Hashimura, Jarrett Allen sont nos priorités. On va essayer de se concentrer sur la star. On va jouer sur un rythme moyen, on pourrait se permettre peut-être d'accélérer si on voulait en fait. Mais je vais rester pour le moment sur un rythme moyen. Rebond agressif, oui. Protéger la raquette, j'ai envie de... Peut-être pas en rester là. Protéger la raquette, c'est dangereux. Peut-être plutôt le focus défensif neutre me paraît ici utile. Et voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on va jouer.
avec un focus sur la défense, puisqu'on prépare notre équipe pour dans 2 ou 3 ans. Donc il s'agit de prendre de bonnes habitudes défensives. Et premier match, le seul que je jouerai dans cet épisode qui est déjà très long, seul que je jouerai, c'est comme ça contre les Cleveland Cavaliers. Avec qui on a fait affaire. On va retrouver Thomas Bryant notamment. Ils ont drafté Kuminga. Ils ont encore Okoro, mais il est en sortie de banc. Et puis il y a cette doublette Sexton-Garland sur les postes de guard. Donc c'est assez intéressant. Lonzo Ball fait ses débuts sous le maillot des Wizards. Et honnêtement, je suis assez excité. Je suis assez excité d'avoir Lonzo Ball, Robert Covington et Jarrett Allen en addition dans cette équipe-là. À voir un petit peu ce que ça peut donner. Le niveau des Cavs ne nous permettra pas de nous évaluer. Il faudra de toute façon, à mon avis, attendre minimum, je dirais 30 matchs pour savoir quelle est la vraie tendance. Il est bondissant, Allen. C'est assez impressionnant. Par contre, il faut assurer les passes. Parce que si on n'assure pas les passes, on prend des paniers très très bêtes. Mais voilà, je pense que c'est au bout de trentaine de matchs qu'on pourra savoir où on se situe vraiment et s'il y a des possibilités ou si en fait on est passé complètement à côté et entre guillemets il faut pas rêver quoi. Donc on verra bien ce qui se produit. 16-13, donc petit avantage à ce stade-là. Robert Covington, c'est quand même l'archétype du Sweden sur ces dernières années. Donc tellement précieux d'avoir ce joueur, je suis très très content. Il me semble qu'il nous apportera davantage que ce que pouvait nous apporter l'ami Bertans. Jarrett Allen il va ici sur la contre-attaque. Bam! Pénétration assez violente. Le garçon est un surathlète. Donc quelque chose qui peut s'avérer assez payant à terme d'avoir comme ça ce type de surathlète. Allez, voilà. On travaille un peu en attaque, des fois, on accepte de faire tourner la balle, et Bradley Beal s'occupe bien souvent du reste. Mais ce troisième quart-temps va être le moment où une certaine décision va se faire. On arrive à mieux défendre, et on pousse comme ça les Cavs à prendre des shoots complètement dégueulasses par moment. Et derrière, ça conclut ici à l'image de Covington. Dernière action proposée pour ce match, c'est ici un écran pris par Hampton et Reed qui vient comme ça terminer le boulot. Voilà. Donc on est nanti d'une première victoire avec notamment du bon Covington. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du moment. Pour Hampton, il faudra être un peu plus patient. 4 sur 12 à 3 points. Ouais, allez, ça va. Ça passe. En face, c'était pire. On a été surtout bon dedans. On a été pas si mauvais en défense. On retiendra des choses positives. Voilà, il y a 7 contres en extrapolé pour Jarrett Allen. Et comme ça, de l'autre côté, un peu la déprime. J'ai presque eu l'impression que par moment, Kuminga, tout rookie qu'il est, il était le meilleur joueur de cette équipe, quoi. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait sur le terrain. Sexton et Garland, je trouve pas qu'ils aient trop pesé en vrai. Donc voilà. Ensuite, on a simulé, parce qu'on avait quand même pas joué 2 fois les Cavs, je vais pas vous proposer ça quand même, faut pas rigoler. Ni même le Magic, parce que Magic c'est quand même peut-être un petit peu faible. Et donc, voilà, je continuerai. Je continuerai dans quelques temps, faut me laisser le temps d'avancer, de jouer des matchs et d'avancer le calendrier. Un épisode des Rockets, je vous proposerai ça prochainement. À plus.